Bonjour à tous. Tout d'abord, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir dans notre webinaire relatif à la mise en conformité des catégories objectives. J'espère que vous nous entendez bien. Ce matin, on avait décidé avec Cassandre de pouvoir vous partager sur un sujet très intéressant de fin d'année auquel les entreprises ne pourront y échapper, à savoir la mise en conformité de vos actes de mise en place, vos formalismes juridiques relatifs à vos contrats d'assurance, prévoyance santé, mais également retraite entreprise, mise à jour qui va porter sur la catégorie des salariés, collège des salariés, notamment ce qu'on appelle la catégorie objective. On a 1 heure ce matin pendant laquelle nous allons vous partager sur différents sujets. Premier sujet, on va vous donner la définition d'une catégorie objective et le contexte qui en découle. On rappellera également le calendrier de mise en place ainsi que l'échéance imminente du 31 décembre 2024. On abordera aussi en troisième point, si vous le voulez bien, les enjeux et les risques en cas de non-respect de cette disposition. Et enfin, pour vous simplifier la vie et effectuer et vous accompagner dans les démarches, on abordera bien évidemment les mesures à adopter. On souhaite que ce webinaire soit le plus interactif possible, alors n'hésitez pas à utiliser notre rubrique questions et réponses. On pourra bien évidemment apporter des réponses à l'ensemble de vos questions. Avec Cassandre, l'objectif de ce matin, c'est de 1, vous rappeler l'importance d'être conforme face à ces dispositions-là, mais également 2, de pouvoir vous proposer notre accompagnement en la matière en vous présentant bien évidemment nos outils et nos modèles. Alors, pour ma part, moi, c'est Émilie Lagardette. Je suis consultante chez Après l'entreprise et également responsable des chargés de compte. J'ai 20 ans d'expérience en assurance collective et je suis en charge du pilotage d'un portefeuille client de taille intermédiaire, mais également grand compte. Je suis accompagnée là de Cassandre. Bonjour à tous. Je suis Cassandre Ranchy, responsable juridique au sein d'April Entreprise. Et je suis notamment en charge de toute la partie qui porte sur le conseil juridique sur vos contrats, vos régimes de protection sociale complémentaire. Alors, April Entreprise, si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes un courtier au sein du groupe April qui est spécialisé dans la distribution auprès d'entreprises de toute taille de solutions collectives en matière de santé, prévoyance, retraite et épargne. Émilie, je te laisse peut-être introduire notre sujet. Tout à fait. Si je vous dis 50 000 €, qu'est-ce que cela vous évoque? Eh bien, écoutez, c'est le coût d'un redressement URSSAF dont a fait l'objet une entreprise basée dans le Nord. Il lui a été reproché de ne pas avoir rédigé d'acte de mise en place de formalisme juridique concernant ses contrats prévoyance et frais de santé. Sachez que c'est un fait réel. Les contrôleurs URSSAF aujourd'hui deviennent experts en la matière. Ils ont bien compris qu'il y avait un manquement sur le sujet. Donc voilà, retenez 50 000 €. En termes d'introduction, Cassandre, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous donner la définition d'une catégorie objective? Oui, bien sûr, aucun problème. Alors, juste avant, alors c'est pas dans mes slides, juste avant de définir ce qu'est une catégorie objective, j'aimerais rappeler que vous avez 3 conditions principales pour que votre régime santé, prévoyance, retraite puisse bénéficier des exonérations fiscales et sociales associées à votre contribution employeur. La première condition, vous le savez, la plupart d'entre vous, il faut que votre régime soit formalisé à l'écrit par un acte juridique de mise en place. Concrètement, c'est une décision unilatérale de l'employeur, le plus courant, ou alors un accord collectif. Deuxième condition, il faut que votre régime ait un caractère obligatoire, c'est-à-dire que l'ensemble des salariés qui appartiennent au collège concerné soient obligatoirement affiliés au contrat de protection sociale. On pourra avoir des exceptions, c'est les cas de dispense qu'on connaît assez bien en matière de frais de santé. Et troisième condition, et c'est celle-ci qui nous occupe ici, c'est le caractère collectif du régime. Et c'est là qu'on va parler de catégorie objective. Concrètement, pour vous, c'est le collège de salariés, quand on dit catégorie objective. Donc, qu'est-ce que veut dire ce caractère collectif? C'est par principe, vous devez couvrir l'ensemble de vos salariés, de votre régime de santé et de prévoyance, par exemple.
Mais par exception, vous pouvez couvrir une partie seulement d'entre eux, c'est ce qu'on appelle le collège, la catégorie objective, sous réserve justement que ce collège soit défini objectivement. Et comment on définit objectivement un collège? Ben là, il faut regarder la réglementation. Et la réglementation a précisé qu'il y avait 5 critères différents qui permettent de constituer un collège, une catégorie objective. Vous les voyez sur les slides, les 5 critères. Les 3 derniers, donc premier niveau de classification des catégories professionnelles. Donc, dans vos conventions collectives, par exemple, c'est la catégorie d'ingénieur et cadre, d'employé technicien, agent de maîtrise et d'ouvrier. Ça, c'est critère 3. Critère 4, sous-catégorie des conventions collectives. Donc, il faut aller en dessous de ces premières catégories. Et critère 5, c'est les catégories spécifiques issues d'usage. Je disais, ces 3 critères, je les évacue un peu vite parce que ce ne sont pas les plus importants. Ce qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont vraiment les 2 premiers critères. Le premier, et c'est vraiment celui qui est utilisé le plus couramment, c'est celui de cadre et de non-cadre, tel qu'issu des dispositions de la CCN de 47. Et le second critère qu'on peut voir parfois, c'est celui des tranches de rémunération. Vous allez pouvoir constituer un collège de salariés en fonction des tranches de rémunération Agirc et Arco. Pourquoi je dis que ces 2 critères nous occupent aujourd'hui? Alors, non seulement c'est ceux qui sont utilisés le plus couramment et c'est ceux qui bénéficient sur tous les risques d'une présomption d'objectivité par la loi. C'est pour ça qu'on les utilise très couramment. Et bien parce que ces critères ont été modifiés suite à la fusion Agirc-Arco. Pourquoi? Parce que cette fusion, ces critères utilisaient directement des références au régime de retraite complémentaire des cadres Agirc et au régime de retraite complémentaire des non-cadres Arco. Donc, désormais, suite à la fusion, on ne peut plus continuer à utiliser ces références qui sont devenues obsolètes. C'est pour ça qu'elles ont été modifiées au 1er janvier 2022. Alors, Émilie, tu peux peut-être nous parler un peu du calendrier pour qu'on y voit un peu plus clair sur ce qui s'est passé précisément dans cette réforme. Tout à fait. Allez, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé. Souvenez-vous, 1er janvier 2019, on annonce la fusion des caisses Agirc et Arco. Et cette fusion-là, elle a été instituée par un accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017. À cela, s'est ajouté un second accord sur la prévoyance des cadres qui est venu reprendre différentes choses, notamment la définition d'un salarié cadre et assimilé qui était prévue là dans la convention collective du 14 mars 1947. Ce second accord, il a également rendu obsolète l'ensemble des références à la CCN de 47. Et puis, il a également ajouté une procédure d'agrément sur les fameux salariés qu'on appelle article 36. C'est nos salariés non cadres qu'on peut rattacher à la catégorie des cadres. Dans le décret par la suite du 30 juillet 2021, là, ce décret-là a dû indiquer en fait la mise en conformité de nos fameux critères 1 et 2 et nous donner les consignes en termes de mise en conformité. Effectivement, ce décret est entré en vigueur au 1er janvier 2022 avec une période un peu particulière qui s'est installée puisque par principe, entrée en vigueur du décret à cette date, tous les actes conclus à compter de cette date doivent utiliser les nouveaux libellés de catégorie objective qui ne font donc non plus référence à la CCN de 47 mais à l'ANI de 2017, relatif à la prévalence des cadres. Et en revanche, il y a une période de tolérance qui a été prévue pour les actes conclus avant le 1er janvier 2022. Donc, quand je dis acte, c'est DUE accord. Si vous aviez conclu votre accord, votre DUE avant cette date, vous pouvez continuer à vous référer aux anciennes catégories, donc avec les libellés qui seront obsolètes, sous réserve de ne pas avoir modifié le champ des bénéficiaires de votre régime. En rester sur les mêmes collèges de bénéficiaires, vous ne modifiez pas ces collèges et le rattachement des salariés en la matière. Cette période de tolérance ne court que jusqu'au 31 décembre prochain. Donc, c'est vraiment maintenant qu'il faut se poser la question sur cette mise en conformité. Est-ce que vos actes juridiques sont conformes et est-ce que les rattachements de vos salariés sont conformes? À noter, on met en conformité les actes juridiques, mais il faudra aussi, à la suite, mettre en conformité vos contrats d'assurance. Et pour ça, bien sûr, nous accompagnons.
Oui, Cassandre, c'est important de le rappeler, cette notion-là, puisque, en effet, vos accords, enfin, vos actes de mise en place, ils seront externalisés via des contrats d'assurance. Et ces contrats d'assurance-là, il va falloir également qu'ils soient mis en conformité sur la partie des collèges à assurer. C'est ça. Alors, tu peux peut-être nous parler de quels sont aujourd'hui les risques, les risques liés à cette mise en conformité pour ne pas se mettre en conformité. Tout à fait, Cassandre. Rappelons-le, aujourd'hui, l'ensemble des cotisations qui sont versées au titre des contrats prévoyance, frais de santé et retraite bénéficient d'exonération. Déjà, vous concernant, en tant qu'employeur, vos cotisations patronales, elles sont exonérées sur 2 plans. Un premier plan sur la partie fiscale. L'ensemble de vos contributions aujourd'hui sont déductibles du bénéfice imposable de l'entreprise. D'accord ? Sur le plan social, il y a également une exonération. L'ensemble de vos cotisations sont exclues des charges sociales. De la même manière, en tant que salarié, aujourd'hui, l'ensemble des cotisations, sauf bien évidemment les cotisations de la part patronale relative au régime frais de santé, sont déductibles du revenu imposable de votre salarié. En cas de non-conformité et en cas de non-respect, on perd le bénéfice de ces exonérations-là et on réintègre l'ensemble des cotisations qui sont versées dans les assiettes respectives. À noter que voilà, le fameux 50 000 €, c'est aussi la possibilité pour le contrôleur URSSAF de majorer cette réintégration de 1,5 fois à 3 fois l'assiette en question. D'accord ? Autre sujet également qui n'est pas des moindres, c'est aussi un risque URSSAF, un risque prud'homal. Aujourd'hui, il y a un risque qu'un salarié qui ne soit pas rattaché à la bonne catégorie vienne engager la responsabilité de l'entreprise. Voilà en termes d'enjeux et en termes de risques. C'est très important de se mettre en conformité et le risque, si on pouvait en retenir un seul, c'est vraiment un risque social de redressement URSSAF. Alors, vous n'aurez pas j'espère, de contrôle URSSAF au 2 janvier ou 1er janvier 2025, mais si vous en avez dans l'année ou dans les années qui suivent et que votre régime, vos actes juridiques ne sont pas mis en conformité, voilà, vous avez un potentiel risque de redressement sur le sujet. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change? Sur le critère 1, je vous ai dit que c'était celui qui était le plus utilisé, critère de cadre et de non-cadre. Alors, pour les 2 premiers statuts, c'est vraiment assez simple. Là-dessus, on est vraiment sur un changement purement textuel. Pour les cadres ingénieurs, jusqu'à maintenant, dans vos actes juridiques, vous parliez d'article 4 de la CCN de 47. On va simplement traduire et parler d'article 2.1 de l'année de 2017. Et pour les assimilés cadres, c'est simple aussi, on parlait de l'article 4 bis et désormais, il faudra parler de l'article 2.2 de l'année de 2017. Là où c'est moins simple et où il faut être vigilant, c'est pour ces salariés qui sont des non-cadres, mais qui étaient jusqu'à maintenant, et aussi avant la fusion Agirc-Arrco, donc rattachés au régime de retraite Agirc, des cadres, et qui par la même occasion, pour la prévoyance et la santé, ou alors la retraite également, étaient rattachés au régime des cadres. Donc on avait, si vous voulez, en tant qu'employeur, vous aviez un régime des cadres pour la protection sociale complémentaire qui était élargi à ces salariés qui sont en fait des salariés d'une classification intermédiaire entre les non-cadres et les cadres. Donc ces salariés, jusqu'à maintenant, on les appelait les articles 36 de la CCN de 47. Et désormais, on va parler plutôt sur le marché de salariés intégrés par règlement APEC. Donc c'est ces salariés-là où il faudra être vigilant. Pourquoi? Parce que c'est dans les slides suivantes, mais pour qu'ils puissent être rattachés, continuer à être rattachés au cadre, il faudra réunir plusieurs conditions. Cassandre, alors juste pour qu'on résume un petit peu ce qu'on vient de se dire là sur ce premier quart d'heure. Première question à se poser. Déjà, si au niveau de vos contrats d'assurance, vous êtes en ensemble du personnel, là-dessus, vous n'êtes bien évidemment pas concerné par la mise en conformité des catégories objectives. D'accord? C'est seulement si vous utilisez des catégories objectives, donc cadre d'un côté, non-cadre de l'autre, qu'il va falloir mener l'exercice. Vous l'avez compris en termes d'enjeux et en termes de risques, si on ne se met pas en conformité,
Donc, un enjeu URSSAF et un enjeu fiscal, et un enjeu également prud'homal, avec des risques sociaux et fiscaux. Et en termes de calendrier, on a vu qu'on arrivait à la fin de la période probatoire, soit le 31 décembre 2024. C'est ça. Alors, justement, si dans vos régimes, vous avez donc nos cadres, et que dans la catégorie des cadres, vous avez intégré des salariés non cadres, donc c'est ce qu'on appelle les ex-articles 36, eh bien, voici les questions à vous poser. Je vous disais, il faut être vigilant. Donc, est-ce que vous pouvez concrètement continuer à maintenir ces salariés non cadres avec les cadres? Eh bien, pour ça, il faut que 2 conditions cumulatives soient réunies. Première condition, il faut que votre convention collective ou votre accord de branche soit intervenu pour définir ce que sont ces salariés, qui peuvent être rattachés au cadre. Et donc, il faut qu'ils soient intervenus récemment sur le sujet. Et deuxième condition, après avoir négocié sur le sujet au niveau de la branche, il faut que la branche ait obtenu un agrément de la commission paritaire de l'APEC. Tout ça, c'est des conditions qui ont été créées par l'accord national interprofessionnel de 2017. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui les respecter. Pour savoir si un agrément a été rendu sur le sujet, vous pouvez vous rendre sur le site de la commission paritaire de l'APEC. On vous a mis le lien ici. Et tout en bas du site, vous retrouverez toute la liste des agréments par convention collective. Vous pourrez regarder si pour votre convention, il y a eu un agrément sur le sujet, ce qui laisse entendre qu'il y a eu une négociation de la branche avant. Et après avoir vérifié si vous étiez concerné, vous avez les articles 36 et les 2 conditions cumulatives pour pouvoir continuer leur attachement au cadre sont réunies, il faudra regarder précisément dans la CCN si elle prévoit pour vous expressément la faculté de continuer le rattachement de ces salariés au cadre. Dans ce cas, ça sera vraiment à votre choix. Vous pourrez décider de continuer à les rattacher, ce qui est souvent le cas, ou alors, pourquoi pas, décider de ne plus les rattacher, de les intégrer au régime des non-cadres. Et deuxième cas de figure, et ça c'est le bulletin officiel de la sécurité sociale qui nous a apporté cette précision, si vous n'avez pas de mention expresse sur cette faculté à votre main dans la CCN, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix que de les rattacher au cadre. Là, c'est une obligation en la matière. Donc voilà à peu près les conditions à respecter pour que vous puissiez continuer à rattacher ces salariés avec cet article 36, parce qu'il n'y a plus d'intérêt, cette notion n'a plus d'intérêt que pour la protection sociale complémentaire, puisque les régimes Agirc-Arrco ont fusionné. Donc voilà toutes les conditions à respecter en la matière. Alors le sujet sur ces articles 36 peut être un peu complexe à aborder. On vous a fait un questionnement pour simplifier un peu les choses, pour savoir si aujourd'hui, vos articles 36 que vous avez dans vos régimes, vous pourrez continuer à les rattacher au cadre. Première question à se poser, est-ce que la CCN a mis en conformité des catégories objectives en la matière? Donc elle va dire dans ces textes, on passe de l'article 4 au 2.1, 4 bis au 2.2, et article 36, et bien voici ces salariés qui auront donc un agrément APEC. Première question, est-ce qu'elle a mis en conformité ces catégories objectives? Si la réponse est oui, il faudra s'interroger, est-ce qu'elle maintient des salariés non cadres avec un rattachement au régime des cadres dans ces régimes de protection sociale? Si la réponse est positive, troisième question à se poser, est-ce qu'elle a obtenu sur le sujet un agrément APEC? Et là, sur cette fin de l'année, on a de nombreux agréments APEC qui sont en train de tomber, puisque forcément, les branches n'ont pas tout anticipé le sujet de cette mise en conformité. Donc là, l'APEC travaille beaucoup sur le sujet. Si la réponse est positive, s'il y a eu un agrément APEC, est-ce que dans votre CCN, c'est une faculté de rattacher ces salariés au cadre, ou est-ce que, si elle est silencieuse, vous avez l'obligation ou pas de la rattacher? Donc voilà le questionnement un peu synthétique et qu'on espère assez simple pour que vous puissiez définir si vous pouvez continuer à les rattacher au cadre. En revanche, si la réponse à ces questions est négative, vous ne pourrez plus donc continuer à les rattacher au régime des cadres. Ce qui peut, en conscient, poser des questions sociales dans votre entreprise. Jusqu'à maintenant, des salariés non cadres bénéficiaient d'un régime cadre qui est plus souvent et plus favorable en termes de garantie et de tarifs. Il y a vraiment des questions sociales à se poser. On peut trouver une porte de sortie en utilisant le troisième critère des catégories objectives qu'on a vu en introduction. Mais ce critère est vraiment utilisé, je dirais, avec parcimonie, avec précaution,
Pourquoi? Parce qu'il ne peut être utilisé que pour les risques prévoyance et retraite supplémentaires. Et que pour le risque prévoyance, il faudra toujours vérifier que l'ensemble de vos salariés soit couvert à titre obligatoire, que vos collèges, finalement, couvrent l'ensemble de votre personnel. Pourquoi ces conditions? Tout simplement parce que les textes ne prévoient pas de présomption d'objectivité. Voilà, c'est un peu technique dans d'autres cas, donc notamment frais de santé, vous ne pourrez pas justifier d'un critère objectif avec ce critère 3. Donc il faut vraiment l'utiliser avec précaution, mais ça sera possible d'utiliser ce critère 3, et donc dans ce critère 3, vous pourrez par exemple vos états, vos employés techniciens agents de maîtrise, les rattacher au cadre en utilisant des catégories ingénieur cadre, deuxième catégorie ETAM et troisième ouvrier. Vous aurez des régimes différents. Si jamais c'est quelque chose, une piste que vous envisagez, on vous conseille plutôt de vous rapprocher de nous pour vérifier si on remplit l'ensemble des conditions et si votre régime n'est pas en risque en utilisant ce critère. Et Cassandre, si on souhaite se mettre en conformité alors qu'il n'y a pas eu d'agrément APEC et pas de positionnement de la convention collective, est-ce qu'il y a aujourd'hui une solution qui nous permet se mettre en conformité avant l'heure? Oui, c'est une problématique que beaucoup d'entreprises vont rencontrer parce que je vous le disais, on n'a vraiment pas du tout eu tous les agréments, toutes les branches n'ont pas négocié, certaines ne vont pas négocier sur le sujet. Donc oui, il est possible de se mettre en conformité dès maintenant pour le 1er janvier, mais il faudra aménager un peu vos libellés. Si aujourd'hui vous aviez des articles 36, plutôt que dire salarié intégré par agrément APEC, parce qu'il n'y a pas eu d'agrément APEC jusqu'à maintenant, vous allez plutôt indiquer dans vos collèges salarié rattaché au cadre, histoire d'avoir un libellé qui est cohérent dans l'attente d'un agrément APEC. Ou alors, s'il n'y a pas d'agrément APEC, ça sera un libellé qui reste cohérent. Donc oui, c'est possible. Là encore, n'hésitez pas à nous consulter. Hein. Si aujourd'hui votre CCN n'a pas négocié, vous n'avez pas d'agrément APEC, on peut regarder ensemble les solutions et vous accompagner sur le sujet. Alors peut-être est-ce qu'on resynthétise à nouveau ou est-ce que c'est clair ou est-ce qu'on présente les référentiels? On peut passer directement au référentiel si tu veux. Donc, on vous a mis sur ces slides les référentiels à utiliser. Les référentiels de transposition, tout simplement, si vous aviez des salariés 4 qui étaient ainsi définis, donc sur la colonne de gauche, salariés relevant de l'article 4 de la CCN de 47, vous passerez, c'est vraiment une traduction textuelle, sur salariés relevant de l'article 2.1 de l'année 2017. C'est la même chose si votre salarié est un petit peu votre régime est un petit peu plus ouvert, donc avec des salariés cadres et des salariés assimilés cadres, les 4 et 4 bis, vous passerez en salariés relevant des articles 2.1, 2.2. Et c'est la même chose si vous avez un régime encore plus élargi, donc c'est le fameux régime avec des articles 36, on parlait des 4 bis et 36, et vous passerez sur la notion de 2.1, 2.2 et salariés intégrés par agrément PEC ou salariés rattachés au cadre si jamais vous n'avez pas reçu, votre branche n'a pas reçu d'agrément APEC jusqu'à maintenant. Pour les non-cadres, je ne vous le détaille pas, mais en fait, les non-cadres, c'est toujours on va dire le miroir de la catégorie des cadres. Donc, vous aurez salariés ne relevant pas de l'article 2.1, ne relevant pas de l'article 2.2, et salariés non intégrés par agrément APEC. Voilà les notions à suivre dans vos régimes, à écrire textuellement dans vos DUE, dans votre accord. Parfois aussi, vous pourrez avoir la notion dans vos accords de salarié affilié à l'AGIR. Vous comprendrez que ce n'est plus un libellé qui est utilisable aussi à partir du 1er janvier prochain. Donc là, il faudra passer sur des libellés plus détaillés, comme c'est les libellés précédents, article 2.1, 2.2, article 2.1, 2.2, et intégré par agrément APEC si c'est plus large. Donc en vérifiant effectivement qui vous aviez affilié à l'AGIR que jusqu'à maintenant. Parce que dans cette notion d'affilié à l'AGIR, vous pourrez avoir des non-cadres qui étaient affiliés à l'AGIR avant la fusion AGIR-Carco. Voilà, là encore, exact miroir opposé pour les non-cadres. Et j'attire votre attention sur un point. Parfois, vous pouvez avoir des DUE qui sont rédigés avec des collèges qui précisent simplement cadre ou non-cadre. Donc, sans entrer dans le détail de la CCN de 47 ou désormais de l'année 2017. Là-dessus, la sécurité sociale, la direction de la sécurité sociale, donc avec les URSSAF, accepte ce type de libellé
En revanche, elle va considérer que c'est les catégories les plus restrictives. Donc, quand vous parlez de cadre tout court, elle va considérer que c'est uniquement aux salariés qui relèvent de l'article 2.1 de l'année 2017. Donc, c'est vraiment les ingénieurs et cadres au sens propre. Donc, attention à ce que derrière, vos rattachements soient corrects. Et donc, c'est pareil pour les non-cadres. Elle va considérer que c'est tous les autres salariés, hormis les ingénieurs et cadres. Donc, ici, il faut être vigilant avec ces libellés. Et nous, on vous conseille bien sûr d'utiliser les libellés les plus précis possibles. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté sur le sujet. Du coup, Cassandre, avant de passer au critère 2, si on doit résumer en quelques mots le sujet des articles 36, le premier questionnement à avoir, c'est est-ce que au sein de nos effectifs, est-ce qu'au sein des effectifs de l'entreprise, il y a des salariés article 36? Si oui, est-ce qu'ils cotisent comme des cadres? Et là-dessus, dès lors qu'il y a un effectif, regardez votre convention collective, assurez-vous que celle-ci se soit positionnée sur ses salariés ex-article 36. Vérifiez également s'il y a eu la publication d'un agrément APEC en la matière et regardez de nouveau dans votre convention collective si vous avez la possibilité de rattacher ou non ces salariés-là à la catégorie des cadres. Si vous avez la possibilité, choix facultatif, c'est un choix de votre part. S'il n'y a pas de disposition en la matière, vous serez obligé de rattacher ces salariés article 36 à la catégorie des cadres. Encore une fois, faut-il que vous ayez bien évidemment des effectifs qui sont concernés. On passe au critère 2. Oui, critère 2, donc on vous disait tout à l'heure, premier critère, cadre. Deuxième critère, pour avoir des catégories objectives que vous pourrez retrouver dans certains régimes, c'est les tranches de rémunération. Là-dessus, suite à la fusion Agirc-Arrco, le Code de la sécurité sociale a été mis en conformité et en fait, on remarque que c'est une mise en conformité qui est avant tout, qui s'aligne avec la doctrine sociale qui s'appliquait jusqu'à maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, on parlait des tranches fixées pour le calcul des cotisations au régime de retraite Agirc-Arrco. Vous voyez, on ne pouvait plus, en tout cas dans les textes, continuer à maintenir ces libellés puisque ces deux régimes ont fusionné. Et donc, désormais, l'article R242-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la notion de seuil de rémunération égal au plafond de la sécurité sociale à 2, 3, 4 ou 8 fois ce plafond. Donc, il supprime les références au régime de retraite Agirc-Arrco. En réalité, dans nos régimes, ça n'a pas eu énormément d'impact, et ce n'est pas tant que ça au 1er janvier. Pourquoi? Parce qu'on se référait de façon classique aux tranches A, B et C, notamment pour le calcul des cotisations. Et ces tranches, finalement, sont déjà traduites en termes de plafond de la sécurité sociale. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier. Est-ce qu'on dit bien qu'est-ce que signifie chacune de ces tranches, tranche 1 jusqu'à 1 classe, par exemple. Et voilà. Et donc, parfois, on pourra aussi avoir la notion de T1, T2 sur le sujet. Je rappelle aussi, sur ce critère-là, que vous ne pourrez pas constituer de catégorie de salariés supérieure à 8 places. Donc ça, c'était quelque chose qui était déjà en vigueur et que vous pourrez constituer au maximum 2 catégories. Alors concrètement, pour illustrer, vous allez avoir une première catégorie qui concerne les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 4 fois le PASS. Et votre deuxième catégorie, en miroir, ce sera les salariés dont la rémunération est supérieure à 4 fois le PASS. Mais là, pas de possibilité de faire une catégorie salariés dont la rémunération est supérieure à 8 PASS. On en a fini avec cette partie théorique. J'espère que c'est clair pour vous, Marie-Lisa. On peut passer au cas pratique. Allez, passons au cas pratique, Cassandre, avec 2 cas qui vous est présentés là ce matin, 2 cas complètement contraires, j'ai envie de dire, Oui. avec la société tout conforme d'abord. Oui, la société tout conforme, alors elle relève de la CCN Bureau d'études techniques et elle a mis en place un régime de prévoyance qui prévoit pour ces cadres la couverture de l'ensemble des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN 47. Et pour ces non-cadres, le miroir, l'ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36. Donc déjà, on remarque que, ce que je vous dis, on est bien en miroir. Donc ces catégories qui sont actuellement rédigées sous l'ancienne réglementation et jusqu'au 31 décembre, ces catégories sont plutôt correctement rédigées. Là, on voit que tous les salariés sont couverts.
Et deuxième remarque, on voit qu'elle a des articles 36 qui sont intégrés à ces cadres, donc des non-cadres qu'elle avait choisi de rattacher au cadre pour le bénéfice du régime de prévoyance. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire de ces salariés ex-article 36? Est-ce qu'elle peut continuer à les rattacher au cadre à partir du 1er janvier prochain? On reprend notre questionnement. Question 1, est-ce que la CCN a mis en conformité ces catégories? Eh bien là, la réponse, c'est oui. On est allé voir dans la CCN et elle a en effet, les partenaires sociaux ont en effet conclu un accord du 24 octobre 2023 sur le sujet. Est-ce que cet accord maintient des salariés avec des salariés non cadres, pardon, avec les cadres, ces ex-article 36? Là encore, la réponse est oui. Donc c'est une position plutôt confortable. D'ailleurs, elle les maintient à l'identique en formation. Est-ce qu'on a eu un agrément APEC sur le sujet? Eh bien, encore, c'est vraiment une CCN qui a anticipé le sujet. Oui, on est en fin 2023. Et la réponse est oui, puisqu'il y a eu un agrément du 20 décembre 2023, assez rapidement après l'accord. Et donc, est-ce qu'elle pourra continuer à rattacher effectivement? Eh bien, on est allé voir dans le texte de la CCN. Et là, la CCN prévoit expressément cette faculté pour l'employeur de continuer de rattacher ces non-cadres au cadre. Donc, c'est ce que pourra faire la société tout conforme, porte bien son nom. Elle pourra continuer à les rattacher avec ces cas. Et donc, concrètement, comment elle va faire si on regarde vraiment à la maille la partie classification et rattachement qui va avec? Pour ces employés techniciens agents de maîtrise, vous voyez, et ça, c'est l'agrément APEC qui vous présente notamment toutes ces classifications et les rattachements derrière au régime des non-cadres, des cadres. Donc, pour les fonctions d'exécution et une partie des fonctions d'études et de préparation, eh bien, on est sur le régime des non-cadres. Pour les fonctions une partie des fonctions d'études préparation et les fonctions de conception ou de gestion. Donc, on aura une partie qui sera rattachable en fonction des coefficients que vous voyez ici, une partie qui sera des salariés article 36, rattachable donc au cadre, qu'elle décidera de maintenir avec les cadres, et vous aurez une partie des salariés assimilés cadres qui relèvent de l'article 2.2 de l'année 2017. Et pour ces ingénieurs et cadres, vous voyez ici la classification, donc avec la correspondance en termes de rattachement. Ces salariés sont des salariés rattachables qui sont des cadres au sens de l'article 2.1 de l'année 2017. Donc là, c'est vraiment un exemple très concret pour voir comment peuvent s'articuler les classifications de salariés avec ces fameux articles 2.1, 2.2 et ces salariés intégrés par agrément. Donc concrètement, la société tout conforme se mettre en conformité, bien vous voyez, à partir du 1er janvier 2025, dans son régime des cas, dans sa DE, elle va dire salarié relevant des articles 2.1, 2.2 de l'année 2017 et salarié intégré par agrément APEC. Et on aura vérifié au préalable que cette intégration est toujours possible. Et pour les non-cadres, c'est donc le miroir. Salarié ne relevant pas des articles 2.1, 2 de l'année 2017 et non intégré par agrément APEC. On passe sur le deuxième cas pratique, si tu veux, Cassandre. Oui, alors un exemple d'une société qui rencontre plus de difficultés pour se mettre en conformité. On imagine une société qui relève de l'industrie pharmaceutique, de la CCN de l'industrie pharmaceutique. Elle a mis en place un régime frais de santé qui prévoit pour ses cadres la couverture de l'ensemble des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 47, et pour ses non-cadres, et là le libellé est important, ensemble des salariés ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la CCN de 47. Donc, premier point qu'on remarque ici, c'est déjà sur la rédaction. Ça, c'est des cas que nous, courtiers, quand on vous accompagne, on peut rencontrer en pratique, parce que ce pas des sujets qui sont faciles à rédiger. Mais on remarque en tout cas que sur la rédaction, il nous manque sur les non-cadres la notion de salarié ne relevant pas de l'article 36. Il faut vraiment avoir des miroirs dans vos catégories pour être sûr d'englober tout votre personnel, en tout cas que l'affiliation de chacun est claire dans le régime des cadres ou des non-cadres. Donc voilà, là, elle aurait dû intégrer dans son libellé non-cadre, salarié ne relevant pas de l'article 36, en plus des 4 et 4, ne relevant pas des 4 et 4 bis. Donc, deuxième remarque, elle a effectivement des articles 36. Automatiquement, la question qu'on se pose, c'est est-ce que, dans le cadre de cette période transitoire, elle peut continuer à rattacher ces articles 36 au régime des cadres? Eh bien là, on reprend notre questionnement.
Premièrement, est-ce que la CCN a mis en conformité ces catégories? Voilà, ça va aller assez vite, puisque la réponse c'est non. Non, elle n'a pas mis en conformité ces catégories objectives. Alors la réponse est assez... Pourquoi? Vous allez dire, mais la réponse est assez simple. C'est parce que la CCN, elle ne prévoit pas de régime catégoriel en matière de frais de santé ou de prévoyance d'ailleurs. Donc ce qui fait qu'elle ne prend pas le sujet pour négocier, ce qui a du sens également. Mais là, l'entreprise avait mis en place un régime catégoriel plus favorable que les dispositions de la CCN, ce qui est tout à fait possible. Donc en pratique, ce qui fait qu'ici, on n'a pas de mise en conformité par la CCN qui est prévue. Donc, ce qui fait que l'entreprise, pour son régime frais de santé, ne pourra malheureusement pas continuer à rattacher ses salariés non cadres ex-article 36 au cadre. Si on parlait du régime prévoyance ou du régime de retraite supplémentaire, on aurait pu continuer ce rattachement. Pour la prévoyance, c'était bien sûr sous réserve que l'ensemble des salariés soient couverts à titre obligatoire. Donc ici, on ne pourra pas utiliser le critère 3 pour maintenir le rattachement de ces cadres au cadre. C'est sûr qu'il y aura potentiellement un sujet en termes de politique sociale. Là, il y a peut-être d'autres solutions pour venir mettre un terme à ce sujet. Ça peut être revoir les garanties, revoir un régime ensemble du personnel. Enfin, voilà, on peut vous accompagner sur ce sujet notamment. Donc, comment va-t-elle se mettre en conformité à partir du 1er janvier 2025? Son régime pour les cadres, ça sera donc libellé comme suit: salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'année 2017. Elle ne peut plus intégrer les salariés intégrés par agrément APEC parce que non seulement la branche n'a pas négocié, mais en plus, encore moins, a fortiori, il n'y a pas d'agrément APEC sur le sujet. Moi, je vous ai mis les classifications, donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut retrouver. Là, c'est sur le site Affilia, les rattachements des classifications par rapport au statut d'article 2.1 et 2.2. On est fini avec les cas pratiques. Peut-être, Émilie, tu peux concrètement, pour les personnes qui nous écoutent, nous expliquer ce qu'il convient de faire en pratique pour se mettre en conformité d'ici le 1er janvier prochain. Tout à fait, Cassandre. Du coup, 3 sujets dans la mise en conformité à effectuer. Déjà, pouvoir rédiger vos formalismes afin de les soumettre à vos représentants du personnel au CSE. Puisque là-dessus, il y a une étape d'information et de consultation du CSE. Alors, légalement, il y a un délai suffisant d'information et ça peut aller jusqu'à 3 mois s'il y a une modification défavorable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisqu'on est très clairement dans une mise en conformité des dispositions contractuelles. Sauf dans le cas, je dirais, où vous avez des salariés ex-article 36 que vous ne pouvez plus continuer à rattacher au régime des non-cadres, qui pourraient baisser en termes de garantie. Dans ce cas, on sera sur une modification défavorable, donc avec un délai d'information à aménager, je pense. Tout à fait. Là-dessus, en réalité, il y a vraiment 2 cas d'école. La première situation où très clairement les sociétés souhaitent ne pas se mettre en risque avec un délai d'entrave et respecter du coup le délai suffisant. Et il y a la deuxième partie, j'ai envie de dire le deuxième groupe où on est plutôt en mode dénonciation et information consultation du CSE. Voilà. Là-dessus, vous pourrez rédiger et soumettre vos projets et il conviendra bien évidemment d'informer individuellement vos salariés. Voilà sur cette partie-là. On a souvent une question qui nous revient, à savoir, Cassandre, est-ce qu'on rédige un nouvel acte, nouvelle décision unilatérale ou est-ce qu'on peut procéder par voie d'avenant? Rédiger un avenant, c'est vrai que là-dessus, il y a 2 méthodes. Et les deux sont conformes et peuvent être utilisés. La première, c'est finalement de rédiger une nouvelle DUE qui va venir remplacer l'ancienne. Mais en préambule, on va préciser qu'il y a déjà un régime en place et que ici, par cette DUE, on vient modifier sur un point particulier et ensuite, voici le régime modifié qui reprend en fait toutes les dispositions de votre régime. Là, au moins, avec cette solution, vous êtes clair sur le document. On a un document qui est entièrement consolidé, donc avec tous les éléments. Deuxième solution, si vous préférez, c'est possible de rédiger simplement un avenant à votre DUE actuel, donc qui va venir seulement sur la disposition catégorie bénéficiaire du régime,
indiquer qu'on transpose les catégories avec les nouvelles références de 1, de 2, intégrées parallèlement avec. Dans la mise en conformité et dans la modification des formalismes, on est bien d'accord qu'il s'agit d'une information, mais également d'une consultation du CSE. Ouais. Avis favorable ou pas, ou défavorable, il est nécessaire quand même de pouvoir consulter le CSE en la matière. Oui, c'est effectivement un avis purement consultatif. Donc après, sur le projet de modification d'ailleurs, il ne faut pas que la modification soit déjà décidée au moment où vous consultez le CSE. La partie contractuelle? Oui, sur la partie contractuelle, dès lors que vos actes de mise en place seront rédigés et mis à jour, vous pourrez transmettre une copie de vos documents après l'entreprise qui se chargera de transmettre les informations aux assureurs ou à l'assureur afin qu'ils puissent mettre en conformité vos contrats d'assurance. Et enfin, un troisième volet, au cas où vous avez des articles 36, bien s'assurer au niveau de votre gestionnaire administratif que l'ensemble des salariés article 36 soient bien rattachés au bon contrat d'assurance. Nous en avons fini sur ce sujet, sur la mise en conformité opérationnelle d'ici le 1er janvier 2025. Donc surtout, si vous avez retient, c'est vraiment d'abord une modification textuelle de référence. Il faut être vigilant si vous avez des salariés non cadres attachés au cadre, des ex-articles 36. Donc vraiment, posez-vous les questions qu'on vient de vous montrer. N'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet. Et voilà. Et troisièmement, veillez à ce que la modification soit faite dans les formes. On informe ensuite le CSE, on rédige les formalismes à l'aide de modèles qu'on vous fournira, et on informe les salariés. Et puis ensuite, la partie contractuelle, bien sûr, on transmet, on s'assure que l'assureur nous a transmis les avenants correspondants pour avoir vraiment une correspondance entre vos actes, vos TU, vos accords et le contrat. Pour vous aider dans tout ça, on vous met à disposition une boîte à outils. Que vous pouvez, auquel vous pouvez accéder en flashant soit en flashant ce QR code, soit en cliquant sur le lien que vous retrouverez dans les slides qu'on vous transmettra à l'issue de ce webinaire. Cette boîte à outils, elle contient quoi? C'est les modèles concrètement d'actes de mise en place modifiés avec les bons libellés de catégorie objective. Vous voyez, en matière de frais de santé, de prévoyance et de retraite. Et aussi, on vous a intégré une fiche pratique qui est assez large sur le sujet des catégories objectives. Donc là-dedans, vous retrouverez les 5 critères qu'on a énumérés pour avoir des catégories objectives avec un zoom, bien sûr, sur nos 2 premiers critères qui sont les plus utilisés. On a terminé avec notre webinaire. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Oui. Je ne vois pas de questions pour le moment. Si vous devez conclure notre webinaire, Cassandre, pour moi, le formalisme, c'est vraiment comme une notice IKEA. Ça paraît comme ça insurmontable, complexe au préalable, mais finalement, en suivant le pas à pas et les étapes, et en tout cas toutes les questions à se poser, voilà, vous verrez que ça reste assez simple en la matière. Je regarde également la rubrique questions-réponses. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Dans tous les cas, même si vous vous interrogez par la suite sur cette matière-là, après l'entreprise reste vraiment à votre entière disposition pour pouvoir vous apporter des réponses. Sachant que les sujets que vous pourrez rencontrer là, pour certains d'entre vous, c'est une CCN qui ne s'est pas mis en conformité, alors qu'elle est censée le faire, un règlement APEC qui n'est pas tombé. C'est les articles 36, donc là-dessus, sollicitez-nous, sachant que vous ne serez pas seul, hein, puisqu'il y a beaucoup de CCN qui ne sont pas mises en conformité aujourd'hui. Et potentiellement, on pourrait espérer d'ici la fin d'année d'avoir une période, on va dire, transitoire supplémentaire à aménager par la direction de la sécurité sociale qui va constater forcément que toutes les branches ne s'étant pas mises en conformité, il est compliqué pour vous, employeurs, de mettre votre régime en conformité. Si la branche n'a pas négocié, on est assez gêné sur le sujet. Donc on espère une période transitoire. Et bon, c'est aujourd'hui pas du tout décidé. Donc voilà sur le sujet. Bon, je ne vois pas d'autres questions, Cassandre.
Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end à venir. Merci beaucoup. À Merci très bientôt. tous. Au revoir. Au revoir.